Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, Horreur à Notre-Dame. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019 a été absolument dévastateur. Le monde entier a été choqué et tout le monde craignait que l'ancien bâtiment soit endommagé au point de ne plus pouvoir être restauré. Cependant, le lendemain, lorsque des archéologues ont visité la cathédrale pour évaluer les dégâts, ils ont découvert quelque chose de stupéfiant. Les dévastations avaient ouvert un trou dans la partie inférieure de l'édifice. Les archéologues ont alors creusé une zone de plancher exposée et ont trouvé des artefacts historiques et pas seulement quelques reliques du Moyen-Âge. Ils ont trouvé des sculptures peintes, un morceau de clôture datant du XIIIe siècle, une collection de tombes et deux mystérieux sarcophages. Et l'un des tombeaux contenait un cercueil de forme humaine fait de plans massifs. Et les experts pensent qu'il a été enterré sous le plancher de la cathédrale au XIVe siècle. Il est vraisemblable que les deux sarcophages ne datent pas de la même époque. Et identifier l'une des dépouilles aura finalement été d'une grande simplicité. Un nom figurant sur une plaquette apposée sur le sarcophage, Antoine Delaporte, né en 1627 et mort en 1710. Il était un membre du clergé responsable de Notre-Dame de Paris. Il a d'ailleurs participé au financement du réaménagement de la clôture du chœur de la cathédrale. Et ne voulant pas endommager les restes humains en ouvrant le sarcophage, les archéologues ont inséré une petite caméra endoscopique à travers une fissure et la boîte funéraire. Selon l'INRA, ils ont pu voir clairement des restes de tissus, des cheveux et même ce qui semble être des éléments végétaux. Et le sarcophage a été récemment ouvert par des chercheurs qui ont pu identifier les restes comme appartenant à un homme âgé entre 25 et 40 ans. Mais fait troublant, les scientifiques ont l'impression que le sarcophage a été moulé sur le défunt. Et des restes de fleurs et de feuilles ont également été retrouvés à l'intérieur du sarcophage, chose qui pourrait correspondre à une couronne de fleurs. Si l'occupant de ce second sarcophage reste non identifié, les scientifiques ont tout de même la certitude que l'homme était cavalier depuis son plus jeune âge. Reste maintenant à savoir si cette seconde dépouille donnera un jour son nom aux scientifiques. Et l'analyse en cours des ossements devrait éventuellement permettre de dater approximativement la mort de l'inconnu du deuxième sarcophage. En attendant, d'autres secrets sommeillent peut-être encore au milieu de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Numéro 9, les cryosphinx géants. La ville égyptienne de Luxor abrite deux temples anciens qui ne ressemblent à rien d'autre sur la planète. Le temple de Luxor et le temple de Karnak sont séparés par une distance de 2,7 km. Et ces deux temples sont reliés par ce que l'on appelle l'avenue des Sphinx, également connue sous le nom de route des Fêtes du Roi, dont les travaux les plus récents ont été achevés il y a environ 2300 ans. Et elle comprenait plus de 1000 sphinx et statues de part et d'autre de l'allée. Il aurait été stupéfiant de contempler des prêtres égyptiens conduisant des processions sacrées le long de l'avenue lors des fêtes et des cérémonies les plus importantes du pays. Et récemment, des chercheurs ont découvert 3 nouveaux sphinx à l'extérieur du temple de Karnak. Mais il ne s'agit pas de sphinx ordinaires. Il s'agit de cryosphinx ou sphinx cryocéphales. Au lieu d'avoir un corps de lion et un visage de pharaon, ces statues ont un corps de lion et une tête de bélier. Et l'un de ces sphinx a même été retrouvé avec un cobra enroulé sculpté sur le sommet de sa tête. Un autre portait une inscription hiéroglyphique datant du règne d'Amenhotep III, le grand-père de Toutankhamon. Cela signifie, selon les recoupements, qu'il pourrait s'agir des premières statues érigées le long de l'allée sacrée créée aux alentours de l'an 1390 avant Jésus-Christ. L'avenue des Sphinx a été construite sous la 18e dynastie entre 1550 et 1295 avant Jésus-Christ et elle restera en usage jusqu'au règne de la dynastie ptolémaïque en 305 avant Jésus-Christ. Les archéologues ne savent pas vraiment à quoi servaient les cryosphinx, mais ce qui les intrigue le plus, c'est que personne ne sait vraiment à quoi ils servaient. D'autres ont été trouvés à l'entrée du temple d'Amon à Thèbes. Mais là encore, nous n'avons aucune idée de leur utilité ou de leur symbolisme. Ce qui est encore plus étrange, c'est la représentation d'un cobra sur la tête de ces sphinx. Cela signifie certainement quelque chose, mais les chercheurs n'ont pas encore trouvé la réponse. Numéro 8. Produits pour embaumement. Les embaumeurs de l'Égypte antique avaient accès à des produits chimiques étonnamment sophistiqués. Des pots ont récemment été découverts dans un atelier d'embaumement utilisé il y a 2500 ans pour confectionner des momies.
Les chercheurs ont examiné ces pots et ont découvert qu'ils contenaient des extraits de plantes et d'animaux. Et ces extraits étaient essentiels à la conservation des restes humains. Ce qui a vraiment surpris les chercheurs, c'est que de nombreux ingrédients provenaient de milliers de kilomètres de l'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une opération bâclée avec des artisans qui emballaient des momies avec des bandages. Il s'agit d'une opération très sérieuse impliquant une compréhension indispensable de l'anatomie, un peu d'alchimie et des substances rares provenant d'Asie du Sud-Est. Avant ces récentes découvertes, l'essentiel de ce que nous savons sur le processus de momification provient des textes historiques et de l'analyse des momies. Mais le fait de pouvoir regarder à l'intérieur des jarres physiques utilisées pour conserver les substances est quelque chose de vraiment spécial. L'atelier a été découvert dans la nécropole égyptienne de Saqqara, un ancien cimetière où ils enterraient les morts à partir d'environ 2600 avant Jésus-Christ. Mais l'atelier n'a été installé qu'environ 2000 ans plus tard, vers 600 avant Jésus-Christ. Les archéologues qui ont fouillé les ruines de l'atelier ont retrouvé des récipients en céramique dont beaucoup étaient étiquetés. Ils n'ont même pas eu besoin de procéder à des analyses chimiques sur un grand nombre de jarres, car leur contenu était écrit juste dessus. Les extraits provenaient de cyprès et de cèdre, ainsi que de genévrier, tous présents sur le pourtour méditerranéen. Et l'équipe a également découvert du bitume provenant de la mer Morte en Israël, des graisses animales produites localement et de la cire d'abeille régulièrement incorporée dans les baumes. Mais la substance la plus choquante retrouvée dans l'atelier d'embaumement est de loin le damar, qui provient d'arbres choréa originaires du sud de l'Inde et du Sri Lanka. Dommage que toutes les civilisations anciennes n'aient pas été aussi organisées que les Égyptiens. Numéro 7. Le mystère de Chichen Itza. Sur l'un des sites archéologiques les plus importants du Mexique, les chercheurs ont découvert quelque chose de totalement inédit. Des archéologues effectuaient des recherches sur le célèbre site de Chichen Itza lorsqu'ils ont découvert un groupe de structures jamais vues auparavant. Ces constructions faisaient probablement partie d'un complexe résidentiel habité par les membres de l'élite de la société maya. Les aristocrates du 5e siècle après Jésus-Christ pourraient avoir vécu dans ces résidences. Les archéologues affirment qu'il s'agit du premier quartier résidentiel découvert à Chichen Itza, où un souverain vivait avec toute sa famille élargie ainsi que sa suite. Les bâtiments nouvellement découverts font partie de la zone d'accueil des visiteurs de Chichen Itza, mais ils se trouvent juste à l'extérieur de celle-ci où les chercheurs peuvent travailler en toute tranquillité. Le complexe comprend 2 maisons massives appelées la maison des escargots et la maison de la lune. Mais il y a aussi un autre bâtiment que l'on appelle le palais des phallus. Et ne me demandez pas pourquoi il a été baptisé ainsi. L'archéologue José Osorio León estime qu'il doit y avoir d'autres quartiers résidentiels qui n'ont pas encore été découverts. José pense que si les chercheurs parviennent à retrouver d'autres quartiers résidentiels d'élite, ils pourront en apprendre davantage sur les grandes familles qui contrôlaient autrefois la ville. Il reste très étonnant de constater que de nouvelles découvertes sont encore faites à Chichen Itza, qui fait l'objet de recherches ininterrompues depuis 1998. Numéro 6. La culture de Hongshan. Des fouilles récentes en Chine ont révélé de nouvelles informations sur l'ancienne culture de Hongshan. Il s'agit d'un groupe de population néolithique originaire du nord-est de la Chine. Les Hongshan sont surtout connus aujourd'hui pour leur travail remarquable du jade il y a environ 6500 ans. Ils exploitaient le jade brut et le transformaient en objets fantastiques et en magnifiques œuvres d'art. La période des Hongshan a duré environ 1500 ans avant de disparaître soudainement des annales archéologiques. Mais récemment, des chercheurs chinois ont mis au jour une immense colonie construite par ce peuple, ainsi que de nombreux sites périphériques plus petits. Ils ont également trouvé des vestiges de bâtiments à grains qui pourraient avoir été utilisés pour des sacrifices rituels et des outils agricoles. Mais il reste étonnant de constater qu'à l'époque préhistorique, les premières cultures chinoises étaient tout aussi obsédées par les rituels obscurs que leurs homologues européens. Et les nouvelles fouilles ont révélé que vers la fin de la domination des Hongshan dans la région, ils ont commencé à construire des temples, des hôtels massifs et ce qui semble être d'énormes tumulus. Les chercheurs ne savent pas exactement ce qui s'est passé, mais il est possible que les Hongshan aient vécu une sorte de prise de conscience religieuse. Ce que nous savons par contre, c'est qu'ils vénéraient une déesse mère.
Et l'un des lieux les plus importants jamais découverts en Chine est le temple de la déesse. Il a été construit par la culture Angshan il y a environ 5000 ans. À l'intérieur, les archéologues ont découvert d'immenses figurines d'argile, plus de 3 fois plus grandes que des humains en chair et en os. Et ce bâtiment monumental peut être comparé au temple de Zeus en Grèce, sauf qu'il a été construit des milliers d'années plus tôt. Numéro 5. Un festin néandertalien. Dans une grotte sombre et effrayante, des archéologues ont récemment découvert les restes d'un festin néandertalien de fruits de mer. Si vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait au menu des néandertaliens il y a 90 000 ans, vous allez être servi. D'après des restes carbonisés de fragments de carapaces découverts par les archéologues, un groupe d'humains préhistoriques s'est assis dans la grotte de Brava et s'est régalé d'un festin monumental de crabes bruns. L'auteur de l'étude, Mariana Nabals, explique que les animaux ont été amenés entiers dans la grotte, peut-être vivants, et qu'ils ont été ensuite grillés sur des charbons avant d'être consommés. Et tout comme les hommes modernes aujourd'hui, les néandertaliens avaient apparemment un faible pour les crustacés, mais ce n'est pas tout ce que l'étude a révélé. Les chercheurs affirment que les néandertaliens consommaient leurs crabes comme nous le faisons aujourd'hui. Ils ont examiné les dommages causés aux anciennes carapaces et ont découvert des similitudes avec la façon dont les gens ouvrent les crustacés à table aujourd'hui. Le crabe brun est toujours un plat très apprécié en Europe occidentale, notamment au Portugal et en Espagne. Mais le plus étonnant dans cette découverte, c'est que l'obsession soudaine pour les crabes pourrait avoir aidé l'homme à devenir bien plus intelligent. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que la consommation de fruits de mer a favorisé la croissance du cerveau chez l'Homo sapiens. Tous ces acides gras et oméga 3 contribuent à développer d'incroyables capacités cognitives. Cela pourrait avoir donné aux premiers hommes un avantage compétitif sur d'autres espèces d'hominidés comme les néandertaliens. Mais la raison pour laquelle les néandertaliens n'ont pas bénéficié de la même stimulation cérébrale grâce aux crabes reste un peu mystérieuse. Mais il se pourrait tout simplement qu'ils n'aient pas consommé assez de crabes pour développer leur cerveau. Eh bien, au moins, je sais ce que je vais manger pour le dîner. Numéro 4. Restes médiévaux macabres. Des chercheurs de l'université de Sheffield, en Angleterre, ont récemment annoncé la découverte de restes humains médiévaux particulièrement macabres. Ils ont identifié les restes comme étant ceux d'une femme qui est conservée dans les collections de l'université. Elle a été découverte en 2007, enterrée sous les fondations de l'église All Saints. Elle a été enterrée dans une position recroquevillée, comme si elle se tenait les genoux et était recouverte de terre. Après la découverte de ces restes, elle a été ramenée à l'université pour y être étudiée. Autant dire qu'elle repose vraiment en paix. Ce n'est que récemment que les archéologues ont pu l'identifier comme étant Lady Isobel German. Des archives historiques datant du XVe siècle montrent qu'elle a choisi de vivre une vie de prière en retrait comme un moine. Il y a 500 ans, cette femme vivait dans une seule pièce de l'église située à Fishergate, à York. Et les chercheurs ont voulu savoir comment et pourquoi elle est morte. L'analyse de son squelette a révélé qu'elle souffrait d'arthrite septique, ainsi qu'une forme très avancée de syphilis vénérienne. Et il s'agissait d'une terrible maladie fréquemment transmise par contact physique intime au Moyen-Âge. Et le mystère est d'autant plus grand que les chercheurs ne savent pas comment elle aurait pu contracter une telle maladie si elle menait une vie de monastère isolé. Selon la chercheuse Lauren McIntyre, Lady Isobel German aurait été considérée comme un personnage important en raison du mode de vie qu'elle avait choisi. La communauté locale l'aurait probablement traitée comme un prophète vivant, et pourtant, elle a été ravagée par la syphilis, à tel point qu'elle en est hélas décédée. Numéro 3. Stewartstown. Des archéologues de l'université de Caroline du Sud viennent peut-être de découvrir des preuves de l'existence d'une colonie écossaise à Beaufort, en Caroline du Sud. Cette colonie était connue sous le nom de Stewartstown et a été fondée au XVIIe siècle. Mais peu de temps après, elle a été perdue dans les oubliettes de l'histoire. Les historiens ont toujours su qu'un tel lieu existait, mais les archéologues modernes n'ont jamais été en mesure de le localiser avec précision. La plupart des chercheurs pensaient qu'il était enterré quelque part dans le quartier de Spanish Point, à Beaufort, non loin de la rivière Beaufort. Mais jusque très récemment,
Aucun vestige de la colonie n'a été trouvé à cet endroit. Les archéologues, avec l'aide des habitants de la First African Baptist Church, ont commencé à passer au peigne fin les arrière-cours des habitants à quelques kilomètres en amont de la rivière. Ils cherchaient des preuves de l'existence d'habitations humaines antérieures aux maisons modernes. Et au début de l'année 2023, ces fouilles urbaines exceptionnelles ont révélé exactement ce qu'ils espéraient trouver. L'équipe a retrouvé des tessons de poterie du XVIIe siècle dispersés dans 11 propriétés résidentielles. L'archéologue en chef, Chester Dapreter, déclare que nous pouvons désormais affirmer avec certitude que Stewartstown est caché sous Beaufort. Et la ville est légendaire pour son histoire effroyable. En 1684, ces 51 Écossais presbytériens ont fui l'Angleterre et débarqué en Caroline du Sud où ils ont construit la célèbre colonie de Stewartstown. Mais 2 ans plus tard seulement, ils furent réduits en cendres par les troupes espagnoles et amérindiennes. Il s'agissait d'une vengeance pour le rôle joué par les Écossais dans un raid d'esclaves. L'attaque a fait fuir les pèlerins et le rétablissement a été perdu jusqu'aujourd'hui. Numéro 2, vue sur mer. Sur la côte de Naples, des archéologues ont récemment effectué des fouilles dans une ancienne villa de luxe au bord de la mer. Cette villa appartient à l'un des personnages les plus horribles de l'histoire romaine, un tyran connu sous le nom de Publius Vedius Pollion. Cet homme est entré dans l'histoire pour avoir été particulièrement cruel avec ses esclaves. Selon la légende, il aimait torturer ses serviteurs en les nourrissant de vers parasites et en se livrant à des expériences insolites sur eux. Il vivait dans la baie de Naples il y a 2000 ans, dans un quartier exclusif réservé aux familles romaines les plus riches. Alors que des archéologues fouillaient les ruines de sa maison luxueuse, ils ont découvert une mosaïque de sol à couper le souffle. Selon les chercheurs de l'université de Naples, la mosaïque a été trouvée dans un salon offrant une vue imprenable sur la mer. Le sol était composé de petites mosaïques blanches d'un matériau appelé tesséré qui ressemble à du verre ou de la céramique. La mosaïque date probablement de l'époque républicaine avant la formation de l'Empire romain. Et après la mort du terrible tyran Publius, la mosaïque a été enterrée lors de travaux de rénovation. L'empereur Auguste a repris la villa et a fait recouvrir le sol. Et à l'heure actuelle, nous ne savons pas ce que représentait la mosaïque. Il pourrait s'agir d'une image de nymphéérique ou peut-être de quelque chose de beaucoup plus sinistre. Numéro 1. Le ver d'or. Lorsque les Romains ont voulu personnifier la ville éternelle, ils ont personnifié Rome sous la forme d'une divinité féminine nommée Roma. Elle était représentée coiffée d'un casque et tenait une lance de guerre à la main. Et lors des récents travaux sur une ligne de métro à Rome, des ouvriers ont découvert un rare morceau de verre dépeignant l'une de ces représentations. Il s'agit d'un verre ancien, datant probablement d'environ 1600 ans, soit du IVe siècle de notre ère. Il s'agit d'une pièce extrêmement rare représentant Roma, la personnification de Rome, sous la forme d'une femme guerrière endurcie. Selon l'archéologue Simona Moretta, il s'agit probablement du fond d'un verre ou d'une coupe. Il s'agissait très certainement d'un récipient qu'un habitant de la Rome antique utilisait dans sa vie de tous les jours. Lorsqu'il buvait une gorgée de la coupe, il regardait le visage de sa ville bien-aimée. Et lorsque la coupe a été brisée, probablement par accident, le propriétaire a conservé l'image parce que celle-ci lui plaisait. Simona rajoute qu'elle ne serait pas surprise si l'image avait été accrochée au mur comme un élément de décoration. Et pour en savoir encore plus sur les Romains, découvre ces pratiques scandaleuses de la Rome antique qui étaient tout à fait normales à l'époque. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.